is in, and the crowd goes wild. Tim Dabrowski beaten, and Florian Valot, after another quiet offensive game for the freshman, and it's the French Connection. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui, émission spéciale avec Florian Valot, milieu de terrain des Red Bulls de New York en MLS. Bonjour Florian. Bonjour. On est également, comme à l'habitude, avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut à tous, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Soccer. On enregistre fin janvier, en pleine préparation, avec Florian. Donc, ça va bien Florian, la pré-saison pour l'instant? Oui, très bien, un peu fatigué. On a débuté il y a maintenant une semaine. Donc physiquement, le corps a du mal à se remettre en route, mais très satisfait de cette première semaine avec des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe assez jeune et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Parfait. Donc, aujourd'hui, le but du podcast, c'est de revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la MLS depuis ton tout jeune âge? Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet. On a lu un peu sur toi et on s'est rendu compte qu'à à peine 11 ans, tu étais en Écosse et tu as joué pour le club de Albion Boys Club. Oui. Pourquoi cette expérience? En fait, mes parents travaillent dans une société qui les a amenés à beaucoup voyager. Et c'est-à-dire que lorsque j'avais 11 ans, on a déménagé en Écosse pour en fait le travail de mes parents. Et à ce moment-là, j'ai intégré les Albion Boys Club pendant 3 ans avant de rentrer en France. Et ça s'est très très bien passé. J'ai fait des très bonnes saisons là-bas. J'ai eu l'occasion de rentrer dans mes premiers centres de formation, c'est-à-dire de faire des petits stages avec. J'ai fait 2 stages avec Aston Villa à l'époque. Et ça m'a permis un peu de rendre compte et d'apprendre à connaître un peu le milieu du foot professionnel, mais que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des académies. Et après, je suis rentré en France lorsque j'avais 14 ans. Et au centre de formation du PSG en France. Ouais, ça a été un chemin assez, je vais pas dire compliqué, mais assez différent du chemin traditionnel. C'est-à-dire que je suis rentré en France et je suis retourné dans mon club de chez moi, c'est-à-dire qui jouait à l'époque en 6e division, c'est la plus basse division du championnat français. Et à cette époque, j'avais donc 14 ans, et à 14 ans, il y avait des détections pour faire partie de l'équipe départementale des Yvelines et pour ensuite faire le tournoi régional d'Île-de-France. Et donc j'ai intégré l'équipe des Yvelines et j'ai fait un très bon tournoi à Île-de-France et j'ai été recruté par plusieurs clubs. Plusieurs clubs voulaient m'enrôler dans leur centre de formation, et avec mon père, nous avons décidé d'aller au PSG parce que c'était plus pratique, c'était beaucoup plus simple, c'était à côté de la maison, c'était à un quart d'heure de chez moi, donc je voulais rien, et c'est pour ça, d'où le choix d'aller au PSG. Et le haut niveau du PSG à l'époque, ils n'étaient pas encore achetés par les Qataris, c'était sous Colony Capital. C'était comment les niveaux de la formation? C'est un niveau très élevé, hein. C'est bon, là, l'Île-de-France, c'est un peu le vivier du foot français. Il y a énormément de joueurs, énormément de très bons joueurs. Et j'ai eu du mal à m'intégrer, à m'exprimer là-bas. Malgré tout, j'ai fait 2 ans et demi, et à la fin de mes 2 ans et demi, l'opportunité de partir dans un autre centre de formation à la suite d'une finale nationale avec les U17 perdus au tir au but, dans laquelle j'avais pu faire un match complet. Donc ouais, c'était assez compliqué de s'imposer avec de nombreux talents à l'époque. Et donc, Oui, et c'est à ce moment que tu rejoins l'AS Monaco, donc encore une fois un club assez prestigieux. Je pense que tu as intégré l'équipe réserve ou la formation? j'ai intégré la formation en fait. En gros, pendant cette finale du championnat national U17, la Monaco jouait la finale U19 le lendemain. Ils avaient assisté à notre match, et le directeur du centre était présent, et il avait beaucoup aimé mon profil, donc il m'avait proposé de rejoindre le club à la suite de ma dernière saison. Et en fait, c'était pour rejoindre la formation. Et j'ai rapidement fait des apparitions avec la CFA, mais ça s'est pas trop concrétisé parce que je pense qu'à l'époque, j'étais pas encore prêt, que ce soit techniquement, physiquement et mentalement, pour intégrer un niveau supérieur. Les saisons à Monaco ont été un peu en demi-teinte, et bien sûr, on m'avait proposé en fait à la fin des 3 ans un nouveau contrat d'1 an pour me donner une nouvelle chance, mais avec l'arrivée le contrat n'a pas pu se finaliser parce qu'à ce moment-là, ils ont ramené beaucoup de joueurs de mondial comme Falcao, James Rodriguez et d'autres joueurs. Donc malheureusement pour moi, j'ai dû quitter la principauté et essayer de me trouver autre club.
Et à ce moment-là, quand tu quittes Monaco, comment tu te... il y avait des contacts avec le club français ou c'est parce qu'il y en avait peu que tu as dû tenter ta chance en Amérique? Bah, il y avait très peu de contacts. À l'époque, je n'étais pas très bien entouré parce que avant d'atterrir à Monaco, j'avais pas d'agent. Je gérais tout ça avec mon père. Et il a fallu un moment où que je prenne une personne, moi à temps plein, parce que bon, mon père n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Et j'ai pas très très bien été entouré. J'ai fait des essais à droite à gauche, mais des essais qui n'étaient pas concluants. J'ai passé 1 mois et demi en Belgique à m'entraîner, mais le club ne voulait pas me signer du tout. Donc du coup, je suis revenu en France en fin septembre, début octobre, et je me suis trouvé en fait un travail en fait. Je me suis trouvé un travail dans un magasin de prêt-à-porter et j'y ai travaillé pendant 2 3 mois. Un email d'une agence qui envoyait en fait des joueurs, d'anciens joueurs de centre de formation aux États-Unis pour étudier et jouer au foot. Et cet email me demandait si je voulais participer à une détection pour essayer d'intégrer une de ces universités. Et j'ai vu l'opportunité et je l'ai saisie. Et comment j'ai atterri aux États-Unis. À quoi ressemblait la détection? Il y avait plein de monde, c'était à Paris, c'était... En fait, la détection, moi à l'époque, elle était au Touquet. Les joueurs se rassemblaient au Touquet et les coachs des universités américaines se rassemblaient au Touquet et venaient assister à 2 jours de détection, 2 jours de match. Ils faisaient un peu leur marché, entre guillemets. Ils étaient à la recherche des joueurs, des profils recherchés, quoi. Parfait. Et on le sait que Jérôme Marie, qui mène FFUSA, Oui, qui mène des jeunes aux États-Unis, est-ce que c'est lui son organisation qui t'a approché pour aller à l'université américaine? oui, c'est lui qui m'a en fait accompagné du départ aux États-Unis jusqu'à la signature de mon contrat MLS il y a quelques semaines ou quelques mois de ça. Et cette organisation-là, pour toi, est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce qu'elle a un peu changé ta vie? Bien sûr qu'elle a changé ma vie. Je m'attendais pas à atterrir, à intégrer le haut niveau ici aux États-Unis, même si ça a toujours été dans ma tête, mais je m'y attendais pas vraiment. Et c'est vrai que cette organisation et ces gens-là s'occupent très bien des joueurs, des jeunes joueurs, et ils sont tout pour les aider. Et ça permet à des joueurs qui n'ont pas pu réussir en France de pouvoir tenter leur chance et d'espérer enfin réussir aux États-Unis, dans une ligue qui est en train de se développer assez rapidement. Et oui, je le remercie. Et puis, ils le savent, sans eux, je serais jamais arrivé où je suis aujourd'hui. Et quand tu es un jeune Français comme ça qui a une opportunité aux États-Unis, comment ça marche au niveau... Enfin, comment ta famille a réagi? Comment toi, tu t'es dit... Enfin, est-ce que tu as eu des doutes ou tu es parti tout de suite? Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches au niveau du championnat universitaire là-bas? Bah, on fait des recherches, mais on n'est jamais mieux servi que lorsque l'on est en fait à l'intérieur du système. C'est vraiment lorsque j'ai intégré l'université que je me suis rendu compte du fonctionnement de la ligue, des différents niveaux entre les universités, quelles étaient les meilleures ligues, quelles étaient les meilleures universités, quelles étaient les universités qui fournissaient le plus de joueurs en MLS. Pour le départ, en fait, j'ai- j'aime beaucoup en fait voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Et pour moi, c'est une nouvelle aventure et j'ai sauté dessus. Je me suis pas posé de questions et j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau. J'avais besoin de voyager, de partir de la France. Donc pour moi, c'était une évidence. Parfait. Et donc, tu as atterri à l'université de Rider au New Jersey. Ouais. Est-ce que ça, c'est une université, on sait aux États-Unis, les universités sont souvent spécialisées dans des sports. Est-ce que c'était une université spécialisée dans le foot? Non, non, non. Généralement, les universités sont spécialisées dans le basket et le football américain. Euh, Malheureusement, Rider n'était pas mon premier choix. J'avais en tête une université qui était beaucoup mieux classée au niveau de leur programme footballistique et au niveau de leur programme scolaire. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai atterri à Rider, qui était la seule université qui voulait encore de moi. Et en fait, cette université est plus spécialisée dans le basket étant le sport vraiment
phares de rider. Et aussi, également, ils sont réputés aussi pour leur programme de business. Donc, non, un choix que je ne regrette pas. Et du coup, comme tu dis, il y a quelques universités qui t'ont refusé. Ils te refusent par rapport à ton niveau scolaire ou ton niveau de football? J'avais été recruté pour mon niveau footballistique et je pensais que mes notes étaient suffisantes, largement suffisantes pour intégrer cette école-là. Mais en fait, ils ont fait comment expliquer? C'est-à-dire qu'en France, on est noté de 0 à 20 Ouais. et aux États-Unis, ils sont notés de A à B, C, D. Enfin, il fallait retranscrire ces notes numériques en notes américaines. Et en le faisant, ils se sont rendus compte que j'avais pas assez de crédit pour pouvoir intégrer leur université, qui demandait un niveau assez élevé. Et donc pour ça, ils ont annulé la scholarship et la place qu'ils m'avaient attribuée. Ah, d'accord. Et après, du coup, tu es parti à Ryder. Mais Et après, je suis parti à Ryder. ouais. Et ça marche comment au niveau des choix de cursus? C'est toi qui as choisi le cursus que tu voulais au niveau scolaire ou c'est eux qui t'imposent un peu par rapport à ce que tu as fait au lycée? Alors, ce qui se passe, en fait, quand on rentre en première année aux États-Unis, leur diplôme se fait sur 4 ans, un bachelor sur 4 ans. En première année, en fait, en tant qu'étranger, ils te mettent directement dans leur programme phare, c'est-à-dire le business. Et au fur et à mesure des années, ben, on peut changer en fonction de ce qu'on a envie de faire. Moi, malheureusement, je suis arrivé en troisième année. Et ils m'ont mis en business et j'ai pas pu changer parce que sinon, j'aurais pas pu être diplômé à temps. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, j'ai dû rester et finir mon diplôme en business administration. Et j'ai pas pu vraiment me spécialiser dans un programme phare comme de la finance, de l'économie ou quelque chose comme ça, quoi. Moi, c'était plutôt avec, avec énormément de matière à étudier, mais pas spécialisé en fait. Parfait. Et donc, par la suite, avec Ryder, je crois que tu as quand même eu une carrière universitaire assez remplie de succès, avec notamment un MAC Championship en 2015. Euh, Qu'as-tu retenu de ton université? Est-ce que tu as été content de tes performances et tout? Ce que je retiens, c'est vraiment le côté famille, en fait, le, le côté, l'accueil que mes coéquipiers, que l'école, que mon coach m'ont fait. En fait, ils ont été là pour moi tout au long de ces 2 années. Et sans eux, je serais pas là aujourd'hui. On a eu des beaux moments ensemble. On a réussi comme vous l'avez dit, à truster un titre en 2015, le premier depuis, je crois que c'était 16 ou 15 ans. Donc des très bons souvenirs, des performances bonnes, parfois un peu moins bonnes, mais qui m'ont permis de faire, d'avoir la possibilité d'être invité à faire des essais pour des clubs professionnels. Donc j'en garde que des bons souvenirs. Et le niveau, il est comment en championnat universitaire? Il est meilleur que les championnats de formation français? Et eux, c'est parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs qui sont draftés. J'imagine vers la même époque, tu as dû sortir vers la même époque que Jordan Morris, par exemple. Ouais, le niveau, en fait, il est différent selon les ligues. Comme les États-Unis sont très grands, il y a énormément de conférences, de différentes conférences, et le niveau dans ma conférence à moi n'était pas extraordinaire. Euh, on peut pas la comparer à la France, bien sûr, parce que la CFA est largement meilleure, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a certaines conférences qui ont de très bonnes équipes et de très bons joueurs aussi. Donc, n'ayant pas pu, en fait, n'ayant pas pu Tous les affrontés. tester, voilà, et affronter les meilleures équipes, je peux pas vous dire quel est le niveau, en fait. Tes saisons universitaires étaient durant l'automne? La saison est très très courte, ouais. Elle commence d'août et elle finit en novembre. Est-ce que l'été, je sais que tu as intégré la USLPDL avec les Red Bulls de New York U23. Est-ce que directement à ta première saison universitaire, tu as intégré la USLPDL? Après ma première saison universitaire, j'ai intégré en fait la PDL de Seattle. OK. Le seul moment où j'ai joué l'été, parce que l'été suivant, j'ai signé mon contrat avec les Red Bulls. Et comment ça se fait que t'as pas comment continué à Seattle? Parce que Seattle, je sais pas, c'était
C'était une équipe en fait qui était pas vrai, qui était affiliée à la MLS, mais qui je pense ne puisait pas dans cet effectif pour essayer de drafter ou de récupérer des joueurs pour leur équipe MLS. Et c'était une façon pour moi en fait d'un peu de voyager également et puis de continuer à jouer l'été. Hmm. Et donc non, je sais pas je sais pas s'ils étaient au courant que j'étais joué avec la PDL durant cet été-là, ou malgré que j'ai fait des entraînements avec leur USL à Seattle. Mhm. Je n'ai jamais eu de retour. Et Ouais. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez compliqué, j'imagine, niveau contrat. Pourquoi t'as pas été en draft? non, j'ai pas été en draft parce que en fait, mon avis c'est que déjà j'ai pas fait 4 ans, et de deux c'est que mon université était beaucoup trop petite, un peu méconnue, et généralement dans ma conférence, notre conférence elle envoie au maximum un joueur à la draft, donc voire zéro. Donc ouais, il y a vraiment des niveaux bien différents entre les drafts et les universités. Ouais, Les énormément. recruteurs Ouais, de ouais, draft ont genre leurs préférences habituelles. exactement. Ouais. Et donc, comment s'est passé les premiers contacts avec le Red Bulls? Est-ce que c'est lorsqu'ils t'ont vu jouer en USL, PDL, ou lorsqu'ils t'ont vu jouer en université? Je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Je sais pas. Je l'ai su juste uniquement vers la fin de ma dernière année, lorsque mon coach et les coachs assistants sont venus me dire que ça faisait un moment que j'étais suivi par les Red Bulls. Et jusqu'au jour où j'ai reçu une invitation pour faire une détection juste avant la draft. Là que j'ai compris que voilà, ils étaient intéressés et que j'avais une chance d'intégrer leur équipe. Et quand tu as intégré la USL, est-ce que tu avais une opinion sur le niveau? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Non, je n'avais pas entendu parler euh, parce que en fait, je faisais pas trop attention. Je faisais plus attention à la MLS parce que c'est que à la suite de la détection, le coach de la MLS m'a contacté en me disant voilà, on voudrait te faire venir t'entraîner avec nous. Et donc de janvier à mai, la première, la MLS, jusqu'à ce que je signe mon contrat et que je me mette à jouer avec l'équipe du SL. Donc le niveau, je le connaissais pas vraiment, je le connaissais à travers les joueurs qui s'entraînaient avec moi. Mais l'USL est à un niveau assez élevé. Et voilà, également comme la MLS, c'est assez méconnu. Il se dit que c'est pas un niveau très élevé, mais il y a des très bons joueurs dans cette ligue également. Ouais, donc après 2 saisons en USL, tu parles d'un niveau assez élevé. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est quoi majoritairement le style de jeu de la USL? Le niveau est comparatif à quelle ligue en Europe? Est-ce que tu sais? L'USL, je vais dire que il y a différents types d'équipes avec des différents types de tactiques. Nous, l'USL avec les Red Bulls, on pratique le même style de jeu que l'équipe première, c'est-à-dire haut, et un pressing qui dure 90 minutes. On n'arrête pas, on court énormément. Il y a des équipes qui jouent au ballon, il y a des équipes plus physiques que d'autres. Et je pense que ça équivaut à des équipes de CFA, bien sûr, et à quelques équipes de nationales, je pense, en France. Parce qu'il y a des très très bonnes équipes, sachant qu'il y a des équipes qui en fait passent par l'USL pour ensuite intégrer la Ligue MLS. Et donc ils ont besoin de gagner des titres, et ils ont besoin d'avoir une équipe assez homogène et assez suffisamment forte et bonne pour pouvoir intégrer la MLS. Donc oui, il y a des très bons niveaux et des très bons joueurs. Ouais, j'allais te demander, c'est pas trop, il y a pas trop, le niveau entre les équipes doit être vraiment différent entre les équipes qui veulent passer en MLS, genre Cincinnati ou Sacramento, qui mettent pas mal d'argent pour recruter le bon joueur, et le niveau de certaines réserves d'équipes qui doivent être beaucoup moins bonnes, ou en tout cas qui ont beaucoup moins de budget. C'est parce que comment? Parce que j'imagine parfois, tu arrives à Cincinnati, tu as 30 000 spectateurs, puis le lendemain, tu joues à la réserve de Seattle devant 800 personnes. Ça va être une atmosphère un peu étrange. C'est vrai que c'est étrange, mais moi je trouve, j'aime beaucoup en fait. Bon, nous on a la chance sur sur ma conférence S de jouer des équipes comme Cincinnati, comme vous l'avez dit, où il y a 30 000 personnes.
C'est super agréable. Et puis bon, jouer devant des petits publics, c'est aussi agréable également. Il y a certaines équipes qui ont plus de budget que d'autres et qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs, comme cette année Cincinnati, Tampa Bay, San Antonio, qui ont énormément recruté de joueurs de qualité, et Nashville également, qui va intégrer la MLS l'année prochaine. Donc je pense que cette année, la Ligue va être encore plus relevée que les saisons précédentes. Ouais, tu trouves vraiment que le niveau a augmenté depuis 2-3 ans? Ah oui, oui, bien sûr. Il y a toujours un certain écart entre les équipes à budget, comme on l'a vu, parce que souvent les équipes réserves des équipes professionnelles ne réussissent pas toujours. À l'ouest, Los Angeles, Toronto, Los Angeles, Portland, Seattle, ils y finissent souvent vers la fin du classement. Toronto chez nous, c'est pareil. Les Red Bulls, nous, on a tendance à produire du bon jeu et généralement d'aller au bout, comme on l'a fait il y a 2 ans, ou perdre au port de la finale l'année dernière, quoi. Oui, c'est vrai, je crois que tu as raison. Je crois que les réserves, c'est à eux d'élever. Comme tu dis, le LA Galaxy, leur réserve est quand même dans les bas-fonds du classement, est souvent dans les meilleurs de l'Est. Et, euh, et moi, je crois que toi, tu en faisais partie là, des meilleurs de New York. Et même, ça serait fait dans tes statistiques quand on voit que tu as fait 7 passes décisives, qui est le 13e meilleur passeur dans la ligue, ou même tes 10 buts qui te rendent 21e meilleur buteur de la ligue. Je crois là, que tu as aidé grandement cette équipe. Euh, mais dans ton équipe des Red Bulls, est-ce qu'il y avait autant de qualités que toi, tu veux en apporter? Est-ce que tu crois que tu étais seul à mener le bateau ou il y avait vraiment beaucoup de qualités à chaque ligne? Je vais dire qu'on avait en fait notre qualité, c'était le groupe. On avait un groupe qui était soudé, on avait un groupe qui était homogène. Bien sûr, pour gagner, il faut quelques individualités, on en avait quelques-unes. Mais dans l'ensemble, on avait un groupe qui vivait bien, qui jouait bien ensemble, même si on a eu du mal à démarrer. Euh, Ce qui a fait qu'on a gagné il y a 2 ans, c'est qu'on avait un groupe soudé qui s'entendait très bien, on jouait tout le temps ensemble. Il y avait peu de rotation dans les effectifs. Donc c'est ce qui nous a permis d'aller au bout. L'année dernière, on a eu du mal à commencer parce qu'il y avait énormément de rotation, mais au fur et à mesure de l'année, il y a eu de moins en moins de changements au sein de l'effectif et on a commencé à plus jouer tous ensemble et à avoir de plus en plus d'automatisme arrivé en play-off. Et c'est pour ça qu'on a eu à terminer la saison en beauté avec un beau parcours. Malheureusement, on a perdu en finale au tir au but, mais je pense que la force de l'effectif, c'était vraiment le groupe et pas seulement une ou deux individualités. Surtout que les Red Bull, ils sont connus pour promouvoir pas mal de joueurs en équipe 1. Est-ce que tu as quelques noms dont tu as trouvé que c'était vraiment très très bon dans ton équipe l'année dernière ou il y a 2 ans? En USL, il y en a un, je pense que vous allez voir atterrir en Europe, il s'appelle Tyler Adams. Il est en ce moment, il est avec l'équipe nationale et il a seulement 18-19 ans. Ouais, il a bien marché l'année Euh, dernière, fin d'année, ouais. donc lui, ça serait, s'il doit partir, ce serait cette année le mieux pour lui. J'espère qu'il partira pour le bien de sa carrière, mais ce serait quelqu'un que vous verrez certainement en Europe. Et donc les joueurs de réserve, ils sont plus intéressés, enfin quand ils pensent à intégrer le haut niveau, pour eux, c'est encore, enfin c'est vraiment l'Europe comme tu viens de dire. Pour Tyler Adams, ce serait Non, inconcevable de rester en MLS. Tyler Adams, en fait, c'est un peu une exception parce que généralement les joueurs américains restent sur le sol américain. Mais lui étant jeune et ayant prouvé déjà en MLS, je pense que vous le verrez arriver en Europe parce que je pense qu'il pourrait avoir un impact et certainement Leipzig ou Salzbourg. Parfait. Et tu parlais de Tyler Adams. Je crois que votre équipe des Red Bulls 2, il y a 2 ans, quand vous avez gagné le championnat USL, là, c'était une des meilleures générations qu'on avait vues en USL. Je crois Ouais. à Aaron Long, Tyler Adams, comme tu dis. Il y avait toi, Vincent Bézécourt. Bonomo, je suis pas certain s'il il était là, mais lui aussi vient de signer en MLS. C'était vraiment une équipe de USL. Oui, on avait une belle équipe à cette époque-là, enfin, là, il y a 2 ans. Beaucoup de joueurs ont intégré de très bonnes équipes du SL également. Donc non, le groupe s'est un peu dispersé, mais a atterri dans de très bonnes équipes. Donc on avait une belle génération. Ouais. Oui, parce que je crois que vous avez gagné 5-1 la finale. Est-ce bien ça? Ouais, on était largement au-dessus des De, autres équipes.
Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Euh, C'était un match là, dominé de la première minute jusqu'à la fin. Et c'était Ouais. pas contre n'importe qui, c'était contre la réserve de Kansas City qui a encore perdu cette année en finale. Là. Donc, c'était pas la pire équipe de la ligue. Là. C'était quand même contre une bonne équipe aussi. Ouais. Il y a pas mal d'équipes aujourd'hui en MLS qui n'ont pas d'équipe réserve, mais qui préfèrent avoir leur propre club affilié. Est-ce que tu penses que les équipes réserves, elles devraient être dans une ligue séparée, comme il y a pas mal de gens qui en parlent, ou c'est plus sympa qu'elles soient dans la USL avec ses équipes affiliées et puis ses équipes indépendantes? Non, je pense que d'une façon, c'est bien parce qu'au moins, ils peuvent faire jouer leurs jeunes joueurs dans une ligue assez relevée. Parce que s'ils venaient à mettre toutes les équipes réserves ensemble dans une même ligue, vu le niveau que les réserves ont aujourd'hui, je pense que ça ne bénéficierait à personne. Et je pense que c'est une bonne chose que les équipes soient mélangées et qu'il y ait des écarts de niveau voilà, importants, mais bon, ça permet à de jeunes joueurs de s'aguerrir et d'accumuler de l'expérience. Et c'est quoi ton meilleur souvenir USL pendant ces 2 ans? Tu as eu un moment qui t'a particulièrement, à part le titre bien sûr, mais est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment parlé, ou alors un match ou un stade dans lequel tu as bien aimé? Ouais, moi Lequel? j'aime beaucoup jouer à Cincinnati. Je marque tout le temps là-bas. Donc Et devant un c'est public? voilà, exactement. C'est un de mes stades préférés. C'est là où j'ai marqué mon premier but en professionnel aux États-Unis. J'en ai remis 2 cette année. Enfin, et l'atmosphère est incroyable. Donc non, c'est peut-être la saison, c'est quand on va jouer à Cincinnati. Ouais. Parfait. Et on le sait, aux États-Unis, les contrats sont assez instables. Toi, ton contrat, est-ce il a des particularités, une garantie de contrat? Est-ce que tu en sais à ce niveau? Non, en tant qu'étranger, on est en contrat semi-garanti, c'est-à-dire qu'on peut se faire remercier à n'importe quel moment durant la saison. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut toujours être à l'affût, rester concentré, continuer à travailler dur et montrer que on mérite sa place au sein de l'effectif. Ah, parce que les places sont limitées en MLS, en USL aussi, pour les étrangers. Oui, c'est ça, également. Les Ouais. places sont très chères. Il y a une dizaine de places pour des joueurs internationaux et là, on est déjà à 10, je crois. Donc ça va être assez compliqué, mais bon. Est-ce que pour toi, c'est un stress à tous les jours? Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette formule de contrat non garanti en sorte? Ça met, ça peut mettre le doute dans la tête du joueur. C'est compliqué voilà, de se dire, bon, je signe un contrat, mais ça se trouve, dans 2 mois, je serai plus là et que j'aurai plus rien derrière. Mais après, d'un autre côté, tu te dis, voilà, tu as la chance d'être aux États-Unis, tu as la chance de jouer au foot. Faut éviter un peu d'y penser et puis jouer à fond, quoi. Je pense que si malheureusement il n'y a pas de contrat MLS pour à long terme, je crois que la majorité des équipes USL aimeraient t'avoir dans leur effectif. Là, ça, il y a aucun doute avec les statistiques que tu as produit avec les Red Bulls 2. Là, je crois que tout le monde en USL te voudrait. Bah, j'espère bien, mais bon, j'espère rester le plus longtemps possible au Red Bulls et apporter ma pierre à l'édifice. Et puis j'espère bien un jour ou l'autre intégrer l'équipe type. Donc on verra. On ira envoyer les petit à petit et puis on verra où ça nous mène. Ah, parce qu'on allait dire, tu as intégré l'équipe première normalement là pendant la pré-saison. Donc, comment Ouais, ça s'est j'ai passé signé mon contrat et donc là je fais partie de l'effectif de la MLS, oui, pour le moment. et comment ça s'est passé niveau, enfin, c'est assez facile de passer de l'équipe réserve à l'équipe première d'une ligue à l'autre, ou est-ce que c'est Oui, parce que j'avais la chance de m'entraîner avec la MLS toutes les semaines l'année dernière. Donc le changement est très facile parce que c'est des joueurs que je côtoie tous les jours et avec qui je me suis déjà entraîné. Maintenant, je pense que ce qui va changer, c'est l'intensité des matchs. Si j'ai l'occasion de faire partie de prendre part à certains matchs de MLS, je pense que l'intensité et le niveau technique va être un peu plus élevé, mais je pense que je suis capable de hausser mon niveau en fonction
de la compétition, quoi. Déjà, à l'entraînement, j'imagine le niveau a dû changer. C'est qui les joueurs qui t'impressionnent le plus dans l'effectif? Il y avait bien sûr les vétérans qui m'impressionnaient, comme Bradley Wright Phillips, qui est un modèle à son poste d'attaquant, et Luis Robles, qui est un modèle à son poste de gardien. Mais également, il y a des joueurs comme Felipe qui sont très techniques sur le ballon, qui organisent le jeu. Et puis, il y a des jeunes joueurs qui viennent d'arriver, qui montrent énormément de talent, énormément d'intelligence de jeu. Donc, je pense que cette année, on va avoir une très belle équipe et on a de quoi postuler pour, le titre, je pense. Et on sait que Jesse March est à la barre des Red Bulls depuis quand même quelques années. Comment le trouves-tu? Est-ce qu'il a des techniques d'entraînement particulières? Je ne vais pas dire que c'est technique, mais on fait généralement très souvent la même chose de semaine en semaine. C'est énormément de jeux avec du ballon. On travaille très peu physiquement, c'est-à-dire très peu de courses pures. C'était juste de la course pendant continue. On fait tout avec ballon et c'est très intense. Et c'est comme ça qu'on se prépare physiquement et qu'on prépare notre cardio. Mais c'est un très bon meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait quelle tactique il veut appliquer. Et il a une idée fixe et il la développe chaque jour. Donc non, c'est un très bon entraîneur. Oui, on le sait, durant ce mercato aussi, les Red Bulls ont beaucoup changé. Comment as-tu vu le départ d'un cadre comme Sacha Kljestan? Penses-tu que ça va vous laisser plus de place à toi et Vincent Bézéco, par exemple? Bien sûr, ça peut laisser plus de place aux jeunes. Je pense que ce transfert s'est fait un peu dans ce but-là pour laisser plus de place aux jeunes. Maintenant, c'est vrai qu'un joueur d'expérience comme ça, Sacha Kljestan, va beaucoup manquer à l'équipe, comme Dax McCarthy l'avait manqué l'année dernière. D'accord, je vois. Et c'est quoi votre pré-saison? Vous avez quoi prévu, à part le match contre l'Université dont tu parlais hier? On a 2 matchs qui vont suivre, contre New England mercredi et contre Philadelphie samedi, avant de rentrer samedi sur New York. Donc on va s'entraîner toute la semaine et on a 2 matchs. Et après on rentre sur New York, on se repose 2 jours et après on repart en Arizona pour un tournoi. Niveau transport, c'est un peu. Est-ce que c'est énervant à la MLS de devoir bouger tout le temps? J'imagine quand tu dois faire un match à Los Angeles et puis la semaine d'après, tu dois être à Colorado. Non seulement c'est loin, mais en plus le climat est complètement différent. Comment tu te prépares pour ce genre de changement? J'ai pas eu, en ayant joué USL 2 ans, on n'a pas eu trop à faire ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu des échos comme quoi c'était quelquefois assez difficile de beaucoup voyager. Après, surtout, ce sont des personnes qui ont des familles qui me disent ça en me disant, bon, on voit pas souvent notre famille, on est toujours très loin. C'est assez fatigant les transports, mais d'un autre côté, moi, en entamant ma première saison MLS, je suis assez excité de voyager beaucoup. Et on va voir comment mon corps réagit. Et puis on fera en fonction. Enfin, en fonction je vais essayer de récupérer un peu la vie d'anciens joueurs, de joueurs expérimentés pour me guider un peu dans certaines préparations. Parce que c'est vrai, comme vous dites, lorsque l'on doit jouer à Los Angeles et qu'il y a 6 heures d'avion, plus 3 heures de décalage, et puis qu'après le lendemain, on rentre sur la côte Est et on joue une autre équipe, le corps se fatigue assez rapidement. Donc c'est vrai qu'il va falloir gérer ça cette saison. Et en parlant des joueurs expérimentés, niveau joueurs français, il y a eu plein de joueurs français, en tout cas au Red Bull. Donc on pensait à Henry, mais aussi Louis Ndoula, Colin, Périnel. Pourquoi tu penses qu'il y a tellement de joueurs français à New York? Et est-ce que c'est juste dû à Thierry Henry? Je sais pas du tout. C'est vrai qu'il y a très peu de Français au sein de la MLS. Il y en a quelques nouveaux maintenant à Toronto, à San José et à Kansas City. Oui, depuis la Non, draft. mais je sais pas pourquoi le Red Bull aime autant les Français. Certainement que depuis que Henry et Louis Ndoula sont venus, qui ont eu un impact dans l'équipe, ils se disent bon, les Français, ils ont peut-être apporté un peu plus quand même. Donc je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais pas. Sinon, au niveau promotion, relégation, il y avait Vincent Noguera qui jouait à Philadelphie, qui avait dit
que c'était quand même un stress en moins et qu'il y avait moins de pression sans la peur d'être relégué chaque année. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bénéfique pour les équipes MLS parce que du coup elles ont pas à se soucier de problèmes financiers, ou est-ce que c'est quelque chose de problématique parce que ouais, ça enlève une partie de la pression? Moi, je pense que ça enlève une partie, bien sûr, une partie de la pression et une partie du fun, entre guillemets, parce que voilà, quand tu sais que tu n'as pas de dernier en descendant dans une division inférieure, c'est beaucoup plus simple de gérer. Et c'est généralement les équipes qui, au milieu de saison, sont au bas du classement, se disent, bon, bah, je vais finir dernier pour avoir draft et récupérer de meilleurs joueurs. Donc je trouve ça dommage. J'en parlais dernièrement avec Pierre pour savoir si un jour il place le promotion-relégation, mais apparemment la Ligue ne serait pas pour et les actionnaires des clubs ne sont pas pour non plus. Ouais, et je crois que c'est surtout que, de mon avis, là, c'est vraiment pas inculqué dans la culture américaine un système de promotion ou relégation. Dans toutes les ligues majeures de sport, que ce soit la NBA, la NFL, la MLB ou la NHL, il n'y a aucune promotion relégation. Donc, je crois du point de vue supporter américain, ça serait quand même mal vu, cette promotion relégation. Je crois qu'ils perdraient amour en leur club quand le club descendrait en Division 2. Donc, c'est c'est ces sphères-là qu'il faut faire attention avec cette promotion-relégation. Oui, c'est vrai, mais après, je pense que ils perdent un peu en compétition, c'est-à-dire que lorsqu'une équipe n'a pas de bons résultats, bon, ils vont pas essayer de chercher à faire des changements ou essayer de changer leur système pour essayer de remonter dans le classement. Ils vont juste se laisser tomber et puis préparer la saison suivante, ce qui est dommage. Ouais, mais j'imagine qu'après, je suis pas sûr que par exemple Atlanta, ils pourraient mettre autant d'argent s'ils savaient que l'année d'après, ils allaient pouvoir tomber en Ligue 2. Je pense que justement, ouais, ça sécurise pas mal de propriétaires de savoir que malgré des mauvais résultats, ils peuvent tout recommencer l'année d'après. Ouais, exactement. Mais c'est pas très européen. Ouais, une question aussi, est-ce que tu as déjà été contacté par des clubs européens depuis que ça marche un peu mieux en USL, ou par exemple des clubs de NSL ou d'autres Non, ligues? jamais. Non, jamais. Et tu penses que tu pourrais un jour revenir en Europe si jamais en MLS ça marche? Oui, si ça marche en MLS, je pense que l'idée de revenir en Europe me plairait bien, rentrer près de la famille et puis voilà, finir peut-être la carrière en Europe. Mais maintenant ça fait maintenant 2 ans que je suis ici, j'aimerais d'abord me faire une place au sein de l'effectif et au sein de cette ligue et puis jouer quelques saisons ici avant de pouvoir penser à un retour en Europe. Et tu souhaiterais un jeune Français qui va partir aux États-Unis, qui a été drafté, tu lui souhaiterais de rester en Europe ou plutôt de partir aux États-Unis, prendre cette opportunité? Parce que j'imagine que la vie américaine est aussi très sympa. Après, tout dépend ce que la personne cherche. Si elle cherche juste le foot et qu'elle se dit, bon, bah, c'est facile d'intégrer une MLS, en partant comme ça sert à rien de venir ici parce que le système est très. Le chemin est très long et le système est assez compliqué. Non, si l'aventure de jouer aux États-Unis et puis en même temps d'étudier, de sortir avec un diplôme, faut le faire parce que c'est juste une aventure incroyable et qui peut déboucher voilà, à, à une opportunité de jouer en MLS ou en USL. Quoi. Parfait. Et au final, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison et les autres saisons à venir? Bah, pour cette saison, déjà que je puisse fouler un peu la pelouse cette année, pouvoir faire quelques matchs avec les New York Red Bulls et puis pour les années suivantes, bah, m'établir au sein de l'effectif et puis devenir un joueur important et pourquoi pas rêver au titre dans cette année ou dans les années à venir. Ouais, tu penses que ton équipe est bien prête pour un titre? Ils sont renforcés par un mercato? Je vais pas dire qu'on s'est renforcé, mais on a des joueurs de qualité et je pense que avec le jeu
que l'on propose et les résultats qu'on a eu ces dernières années, je pense que le club mérite un titre d'ici peu quand même. Et est-ce que, juste, ça sera sûrement la dernière question, est-ce que tu penses que New York, ils peuvent avoir, la MLS surtout peut réussir à implanter des réelles rivalités? Je te pose ça parce qu'on a commencé à voir un petit peu une rivalité entre New York City et New York Red Bulls démarrer. Tu penses que c'est quelque chose qui peut, que la Ligue doit promouvoir ou c'est quelque chose qui peut arriver simplement? Tu sens que les supporters préfèrent que vous jouez bien contre New York City en particulier? Oui, bah, la Ligue le promouvoit très, très, très souvent parce qu'il y a cette semaine spéciale qui s'appelle la Rivalry Week. C'est-à-dire que beaucoup de clubs, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, cette semaine-là ou ce week-end-là, rencontrent leurs rivaux. Et donc oui, ils sont en train de promouvoir ça. Et c'est vrai que lorsque il dit New York Red Bulls, c'est vrai que c'est assez intense, c'est plus intense que les autres matchs, même durant la préparation en semaine à l'entraînement, on sait que ce match est capital, quoi. C'est beaucoup plus une rivalité qu'avec DC United, par exemple. Oui, bah, les New York Red Bulls, avant que le New York City soit une équipe, les principaux rivaux étaient Philadelphie, DC United et puis New England. Mais petit à petit, je pense que le derby new-yorkais va prendre le dessus sur les autres équipes, malgré que durant l'année, il y a je ne sais plus comment s'appelle le trophée, mais il y a un trophée entre les équipes de New England, Philadelphie et DC United. Ouais. Un des Et New nombreux York Red Bulls, trophées. en fait, en fonction des... Ouais. Un des nombreux trophées qui sont un peu inventés par la Ligue comme ça. Voilà, Ouais, exactement. il y a la Cascadia Cup aussi entre Vancouver, Seattle et Portland. C'est un peu le Voilà, exactement. même délire. Ok, et bah, je crois que sur ce, Anthony, si tu n'as pas d'autres questions, on va finalement conclure. Oui, on va conclure. Toi, Florian Valo, c'est où qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si les fans de MLS veulent te suivre? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Twitter et j'ai un compte Instagram. Et j'ai également Facebook. Après, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser de plus en plus pour essayer de rester connecté et puis essayer de faire parler un peu de moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je participais peu avant. Donc, je vais essayer de faire un petit effort cette année quand même. Et ben, on espère que tous nos fans des Red Bull vont te suivre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, c'était super sympa de t'avoir dans l'émission. On te souhaite une excellente saison. Avec grand plaisir. Bonne chance avec Jesse Marsh et pour te faire une place dans l'effectif à côté de tous les Français qui sont là-bas. Merci beaucoup. Toi, Anthony, on peut te trouver où sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver Anthony MLS sur Twitter. Moi, je suis pas mal juste sur Twitter, là, pas de Facebook, pas d'Instagram. Mais j'ai également le compte de Nashville, @FrenchieNash, que vous pouvez suivre toute l'activité de Nashville jusqu'à temps qu'elle se rende en MLS. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le chemin entre les divisions inférieures et la MLS. Donc, j'essaie d'écrire sur le sujet aussi et tout. Là. Et on écrit tous les deux Et toi, Antoine? on écrit tous les deux pour Lucarne Opposé, où le podcast sera posté. D'ailleurs, on vous remercie tous de nous écouter et d'écouter les autres podcasts, que ce soit sur l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Asie. On peut retrouver sur Twitter, on se donne Latran, et vous pouvez retrouver aussi Culture Soccer sur Twitter, YouTube, Deezer et iTunes. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci encore Florian, et à la prochaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à la prochaine.